180 km/h. Le mot 4 continue de nous shooter des infos. On est à 158. Ça a voulu faire une certaine chance sur le bump, sur de la route. Juste ça roule pas vite, là. Squeezez-moi ça, là. Faut que ça arrête, là. OK, ça part. 50 ouest, il n'y a plus que toi, là. Quand on vient nous rabattre les oreilles avec les campagnes publicitaires, comme dans un slogan récent de la Société de l'assurance automobile, on est tous responsables de notre conduite, mais c'est un mensonge immense parce qu'on n'est pas responsable de notre conduite au Québec. C'est le no fault, il n'y a personne de responsable de rien en autant qu'on ait un volant dans les mains. Et c'est ça qui est scandaleux et c'est ça qui fait que le Soulon, qui est à 0,23 d'alcool dans le sang, tous ceux qui sont impliqués dans l'accident sont des victimes à part égale. Au niveau de la SAC, dans le traitement du dossier, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout le monde égal. Peu importe la contribution à l'accident, qu'elle soit criminelle ou non. Comparer un accident avec un crime, c'est comparer l'incomparable. Alors, un accident, c'est un événement qui est soudain, qui est inattendu. Prenons l'exemple, vous perdez le contrôle de votre voiture sur une chaussée glissante l'hiver. Peut-être que vous rouliez un peu trop vite sans nécessairement dépasser la vitesse. Donc, geste peut-être un peu malveillant. Vous auriez peut-être dû rouler un peu moins vite. Mais je pense qu'on parle d'un accident. Alors qu'un crime, c'est qu'on pose un geste où on est criminellement responsable et un geste pour lequel la société, on a décidé comme société que ça serait un crime. Donc, c'est inadmissible dans notre société. On parle de conduite dangereuse qui cause des lésions corporelles ou un décès. On parle de négligence criminelle. On parle évidemment d'alcool au volant. Alors, si on n'est pas d'accord avec ça, bien, comme société, changeons le code criminel. Les infractions au code de la sécurité routière, on va des points puis tout ça, mais c'est pas nécessairement un crime. Quand c'est un crime, là, c'est les ligues majeures, là. C'est un niveau d'insouciance par rapport à la vie d'autrui ou à sa propre vie qui est beaucoup plus élevé. C'est là qu'on parle d'un crime. OK, il prend le U-turn, il vient... Oh non, il est en sens inverse. Il est en sens inverse. Il est en 15 en direction sud, mais en sens inverse. On est à peu près au 30 km 30 en sens inverse. En sens inverse. Il vient de couper les chars. Il vient de couper les chars, vire en direction nord. Il était aux alentours de 7 heures. Et puis, bon, le téléphone sonne. Et la personne me dit au téléphone, « Ah, t'es revenu, mais les policiers vont venir te voir, là. » Ben, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, donc? Ah, Patricia, elle a eu un gros accident, puis elle s'est fait frapper, puis ton chien est mort, puis... Les policiers arrivent ici. Là, ils disaient, Madame, votre fille a eu un accident, mais puis, on ne sait pas si elle va s'en sortir. J'ai le même feeling physique que quand on m'a téléphoné le matin de l'accident. Physiquement, là, je me regardais, là, le ventre, puis j'avais l'impression que j'avais un gros trou, que je pouvais passer la main à travers de mon corps.
C'est dur. Ça fait 8 ans maintenant. C'est arrivé le 24 décembre, vers aux alentours de 8 heures, alors qu'Alain était en visite chez son père, dans la région ici, à Rimini. J'ai appris la nouvelle, moi, le 25 au matin. Et tout ce que je me souviens, c'est qu'on me dit il est mort puis il est en prison. Patricia est ici. Elle s'est fait frapper avec Maya. Maya, c'est son chien. Il était évidemment 6h30 du soir, le 29 novembre. Il fait noir. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce coin-ci, mais beaucoup de monde. Et la plupart des gens vont promener leur chien ou vont faire des activités à cette heure-là. Les véhicules s'en viennent côte à côte ici. Lui, il s'aperçoit qu'elle est là. Il veut l'éviter. Il passe sur le terrain. La frappe, elle va être projetée 13 mètres plus loin, complètement de l'autre côté de la rue. Les véhicules continuent. Selon toute évidence, c'était une course, mais on n'a jamais été capable de prouver la course parce que il a plaidé coupable, il n'y aura pas de procès, on ne saura pas ce que c'est qui s'est vraiment passé sur les lieux du crime. C'est arrivé ici. Alors Alain, il roule en fait sur l'accotement, là. Alain part de là-bas, il s'en va dans cette direction et le pick-up s'en vient. Le chauffeur, bien, il est venu les chercher. C'était un face-à-face assez brutal. Et comme Alain est conducteur, bien, le passager d'en arrière est venu l'écraser sur la carcasse, finalement. Un coup, les enquêtes finies, là. Il y a 9 pick-up de large qui peuvent rentrer ici, qui disait. Il était en état d'ébriété, plus de 3 fois la limite permise. Le gars, il a reviré de bord. On sait qu'il est allé sonner à une porte, là, celle qui est là, ici. Puis il a dit « Hey, je viens de frapper des jeunes, là, ça n'a pas l'air fort. Viens m'aider à sortir mon pick-up. » Ça a-tu du bon sens, ça? Quand on parle de l'alcool au volant, on dit que c'est environ 30 % de nos décès. C'est environ 90 millions annuellement. Quand on parle de vitesse, on parle de 41 % de nos décès et 150 à 200 millions annuellement. On n'a pas de définition, je vous dirais, d'un crime de la route. C'est pas une donnée que l'on considère quand on parle du régime d'indemnisation, puisque c'est un régime sans égard à la faute. Ce qu'on dit, c'est que les criminels de la route, si on veut, et chaque personne qui est impliquée dans une collision de la route peut faire une réclamation à la Société de l'assurance automobile, et c'est vraiment un régime qui est sans égard à la faute. On est parti à l'hôpital. On me disait qu'on ne voulait pas me la montrer parce qu'il fallait la nettoyer. Quand je l'ai vue à 2 heures du matin, oh là là! Oh. Je regarde ma fille, puis là, je vois tous les appareils branchés. Puis là, je regarde, je me dis, « What the hell? Qu'est-ce que c'est ça? » Au bout de 3 semaines, si je me rappelle bien, là, ils ont été capables de l'amener pour prendre une résonance magnétique. Et c'était la suite de cette résonance magnétique-là qu'ils ont découvert que son cerveau, en fait, le tronc cérébral était tellement endommagé que Patricia ne serait plus jamais la même personne, probablement ne marcherait plus, ne parlerait plus. Puis le restant de ses jours, puis ça, c'était le 22 décembre 2006, 2 jours avant Noël. C'est là qu'on l'a appris.
Sors ta langue tout le temps. Go, Michelle. Okay, that's a where can go. Maybe you want to put lower the head. Maybe. Wait. Moi, je suis pas une victime dans ça. C'est clair qu'au niveau de la SAAC, j'ai été carrément, on me l'a dit noir sur blanc, je ne suis pas une victime. C'est pas moi qui ai été frappée, c'est pas moi qui ai décédé. Alors, j'ai le droit à 10 séances de thérapie pour m'aider à passer à travers cette tragédie-là. Au-delà de ça, ce n'est plus leur problème. Je ne sais pas si vous savez, mais 10 séances, là, c'est peu de choses. C'est à peu près le temps que ça te prend pour juste arrêter peut-être de pleurer en pleine crise. À chaque fois qu'un criminel va être blessé dans un accident où il va tuer un enfant, bien, dites-vous que la famille va avoir à peu près 50 000 piastres. Le criminel, lui, bien, c'est selon les blessures. Alors, il peut rapidement atteindre 50 000 et même le dépasser. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que dans plusieurs cas, le criminel va recevoir plus que sa ou ses victimes. Les pires situations, je vous dirais, c'est que, de façon générale, le criminel est mieux indemnisé que les victimes par ricochet. Et je m'explique. Alors, situations les plus dramatiques, un enfant est blessé, ne meurt pas, mais ses parents ou un des parents doit cesser de travailler pour s'occuper de son enfant à temps plein, mais ce parent-là n'aura pas un remplacement de salaire là, pour le salaire perdu. Mais le criminel, lui, par contre, s'il est blessé puis ne peut pas travailler, lui, il aura un remplacement de salaire. Voilà une situation où, effectivement, le criminel de la route est beaucoup mieux indemnisé que certaines victimes. Allô, mon amour. Je t'aime. Vas-y, Patricia, lève le pouce. Lève ton pouce encore. Lève ton pouce. Fais comme ça, Patricia, comme ça. Montre-le, regarde. Montre-le. Et là, oui, c'est beau. C'est beau, mon petit cœur. Moi, j'ai été obligée, en plus de... Je soignais ma fille, j'allais à l'hôpital et tout ça. À un moment donné, j'ai pris un congé sans solde à 50 % de mon temps. Et puis, là, c'était encore trop. Et mon employeur, à un moment donné, m'a donné des évaluations de contre-performance, et puis avec l'expérience que j'avais, tout ça, tellement que j'en suis tombée malade et j'ai pas été capable de reprendre mon emploi. Et je dois le dire, j'ai pas le droit de rien, moi. Rien. Alors, si je suis pas payée par un employeur, assurance chômage ou ce que vous voulez, ça veut dire que moi, je suis pas considérée là-dedans. J'en ai pas de considération là-dedans. Alors, moi aussi, je suis une victime. Puis je tiens à le dire parce que je trouve ça difficile. Patricia, est-ce que t'as froid? Lève le pouce. Lève le pouce si t'as froid. Les situations hallucinantes que je vous dirais, il y a des parents qui le disent en criant haut et fort que ce qui est hallucinant. Par exemple, quelqu'un que son enfant est tué et par un chauffeur, donc quelqu'un qui commet un acte criminel, qui est reconnu coupable, qui est emprisonné, mais les parents pourront même pas poursuivre ce chauffeur-là, par exemple, pour être remboursés pour les frais funéraires. La SAQ va verser une certaine somme. Qui est moins que 5 000 $. Alors, par exemple, le service funéraire, la tombe, etc., coûte 10 000 $. Vous pouvez même pas poursuivre le criminel pour la différence, le 5 000 qui manque, pour dire, en plus d'avoir tué mon enfant, il faudrait peut-être aussi que tu paies le service funéraire. Mais non, ils ne peuvent pas. Il y a au Québec une immunité civile totale et dans aucun cas, on peut poursuivre le criminel de la route. Si vous êtes responsable de la mort de votre enfant. Par exemple, vous pactez la fraise puis vous avez 0,19 d'alcool dans le sang. Vous perdez le contrôle de votre véhicule, vous tuez 3 de vos enfants sur le siège arrière qui ne sont pas attachés puis qui meurent dans l'accident. Vous survivez. Alors, la Société de l'assurance automobile va vous envoyer 3 chèques de 50 000 $, un pour chacun des enfants que vous avez tués criminellement dans votre accident, puis c'est vous, comme père, qui allez retirer l'argent.
Même si je fais de la prison, même si je suis criminellement responsable, je suis en prison, je vais recevoir mon chèque quand même de 50 000 $. Pourquoi? Parce que vous avez un véhicule automobile dans les mains. Si vous le faites avec un couteau ou avec un fusil, bien là, vous ne serez pas indemnisé. Mais si vous le tuez avec votre véhicule automobile, vous allez être indemnisé. Je ne dis pas qu'ils le font sciemment au départ en se disant, bien, je vais tuer ma fille parce que ça va me donner 50 000 $. Très souvent, c'est après coup qu'ils réalisent les largesses du système. L'histoire de Chafia est simple. Monsieur Chafia aurait planifié avec son fils de tuer ses 3 filles et sa première femme. Alors, la police a fait enquête. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Un auto dans le fond du canal avec 4 femmes mortes dedans. Ils sont allés vérifier le véhicule automobile au Québec. La police en a conclu que l'auto aurait été poussée par le fils pour tomber dans le canal. Alors, que ce soit une fausse manœuvre ou que ce soit un véhicule qui a été poussé par un autre véhicule automobile, dans les 2 cas, c'est un accident de la route. Et dans les 2 cas, la SAC est obligée d'indemniser les victimes. Alors, monsieur pourrait recevoir une somme de 300 000 $ pour la mort de ses 3 filles et de sa première femme qu'il aurait causée criminellement. Voilà. Ça, c'est le no-fault au Québec. La loi de la SAC s'applique en Ontario aussi. La SAC vous couvre partout dans le monde. Alors, en fait, le crime paie dans notre régime actuel d'indemnisation. Nous sommes l'endroit où, si on utilise une automobile pour tuer quelqu'un, ce serait effectivement le meilleur endroit pour avoir des indemnités si on subit un préjudice d'avoir tué quelqu'un au volant d'une automobile. C'est sûr que d'apprendre et de savoir qu'un criminel de la route va peut-être recevoir des indemnités de la Société de l'assurance automobile du Québec, ça me choque, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que Patrick Davis, citoyen, verrait correctement le fait qu'on abolisse ou qu'on modifie le fait qu'un criminel de la route puisse recevoir des indemnités lui-même de la Société de l'assurance automobile du Québec? Bien, je considère que oui, on devrait peut-être abolir cette portion-là, mais la personne qui vous parle en ce moment, c'est l'honnête citoyen qui a certaines valeurs, c'est Patrick Davis, citoyen, qui met complètement de côté son bagage professionnel d'avocat criminaliste. Avec poursuite, on est rendu au kilomètre 265, fait toujours à 135 km/h, il a complètement perdu un pneu, puis il roule encore. Je veux plus un char sens inverse à 50 qui croise, là. S'il y a des mauvaises intentions, là, ça va mal aller, par exemple, là. Faut que toute la 50 soit bourrée à partir de Béthanie. Je dirais que les criminels de la route ont été les grands gagnants du régime d'assurance automobile en 78, parce qu'avant l'entrée en vigueur de la loi sur le no-fault, il n'y avait rien, ces gens-là, hein? Hey, t'as conduit, pacté, arrange-toi, tu sais. Mais là, à partir de 78, on a dit, tout le monde est indemnisé, tout le monde a droit aux grands honneurs de la SAC, peu importe s'il est criminel ou pas. Fait que les criminels ont gradué, finalement, avec le régime de no-fault. C'est ce que nous avons depuis le 1er mars 78 et qui est encore actuellement notre régime. Un régime sans égard à la responsabilité, un no-fault. Il est entré en vigueur il y a plus de 30 ans et il faisait suite aux problèmes, aux lacunes qui se passaient à cette époque-là. C'est que les gens, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas assurés. L'assurance n'était pas obligatoire à cette époque-là. Alors, on parle à peu près de 1 Québécois sur 4 qui n'avait pas d'assurance. Pour ce qui est des victimes, ce qui est encore pire, c'est qu'il y avait des victimes qui ne recevaient absolument rien pour compenser les préjudices qu'ils avaient. C'est aux alentours de 1 sur 3, donc c'était énorme. Le gouvernement a décidé d'agir et d'implanter un régime de no-fault. Alors, la base d'un régime de no-fault, c'est-à-dire que c'est un régime sans faute. On indemnise tout le monde. Peu importe sa responsabilité dans l'accident, on va l'indemniser. Donc, la personne peut avoir causé carrément l'accident, on l'indemnise quand même. Elle peut avoir commis un acte criminel, on va aussi l'indemniser quand même. Et on ne poursuivra pas personne, même quand il s'agit d'un crime. Et c'est à ça qu'il y a des gens qui crient à l'injustice. Au Québec, on est la seule province et le seul endroit au monde où, en plus d'indemniser pleinement les criminels qui se blessent au volant d'un véhicule automobile, on les met à l'abri de toutes les poursuites civiles. Donc, on les met à l'abri de tous ceux qui auraient un intérêt financier à les poursuivre, donc qui ont subi une perte dans l'accident criminel. Autant qu'il y a de provinces et qu'il y a d'États américains et de pays, chacun a leur propre système. Mais si on regarde au Canada, il y a le Manitoba, en fait, qui est le régime le plus similaire au nôtre, mais il y a quand même des petites différences avec le nôtre, dont, entre autres, durant l'emprisonnement, les indemnités de remplacement de revenus vont être réduites ici au Québec pour le criminel de la route. Au Manitoba, elles ne seront pas versées.
Donc, déjà là, on est plus sévère là-bas. Et également, je veux dire que pour ce qui est de toutes les autres indemnités, ici, il n'y a aucune réduction, aucune suspension. Mais au Manitoba, le montant qu'on donne pour les séquelles va être réduit si la personne est reconnue coupable d'un acte criminel. Alors, c'est le régime le plus similaire au nôtre, mais qui sont quand même un peu moins généreux que nous à l'égard des criminels de la route. Dans le cadre d'une réforme du no-fault, souvent on va brandir ça, le scénario de dire on va revenir comme avant 78. Mais quand on parle de ça, c'est qu'on emmène le débat sur autre chose et je vous dirais que c'est même un peu malhonnête de tenter de parler de ça parce qu'on n'a jamais dit de revenir avant 78. On dit on a un régime d'indemnisation, il faut le conserver. On peut l'améliorer, certes, il n'est pas parfait, mais on doit le conserver. Sauf que un crime, c'est un crime, c'est pas un accident. Le crime ne doit pas payer. Et donc, tout ce que nous, on parle quand on parle de réforme du no-fault, c'est à l'égard des criminels de la route. Donc, que quelqu'un a posé un geste criminel et qui a été reconnu coupable d'un geste criminel. Ce qui fait l'objet d'un consensus, c'est de faire en sorte que la Société de l'assurance automobile, une fois qu'elle a payé une victime innocente, qu'elle puisse réclamer au chauffeur qui en a les moyens, les sommes qu'elle a payées, c'est la moindre des choses, comme tous les assureurs le font déjà. Deuxièmement, que les chauffeurs ne soient pas admissibles aux indemnités quand ils se blessent criminellement eux-mêmes en commettant leur propre crime. Et troisièmement, qu'une victime de chauffeur puisse, une fois qu'elle a reçu le pécule de la Société de l'assurance automobile, poursuivre le chauffeur pour l'excédent de la perte pour obtenir la plénitude des dommages, c'est-à-dire une compensation complète pour tous les dommages subis, éprouvés. C'est ça qui fait consensus. Le barreau a signé 2 mémoires en 2000 et en 2001 pour appuyer ces revendications-là, bien sûr. Le protecteur du citoyen l'a fait en 1994. Il y a eu des commissions parlementaires qui ont été tenues à Québec. Il y en a eu une en 1996, il y en a eu une en 2000, en 2001. Et à chaque fois, c'était les mêmes revendications. Et ça a culminé en 2003 lorsque le gouvernement de Jean Charest a promis aux Québécois qu'il allait amender la loi. Mais c'est de la politique. Alors, une fois que le rideau est fermé, ça ne les intéresse plus, puis ils s'en occupent plus, là. C'est sûr, parce que ça fait l'affaire de certaines personnes. T'sais, regarde, quand tu dis que le pont de la Concorde est tombé, le gouvernement s'est dépêché de payer les victimes, puis leurs enfants qui ont survécu. Pas de recours contre personne. Hey, tu peux pas poursuivre le gouvernement. C'est le no-fault, il n'y a personne de responsable de rien. Les compagnies qui ont construit le viaduc, pas poursuivables. Le gouvernement, pas poursuivable. L'inspecteur qui a mal fait sa job, les cracks qui a mal évalué, pas poursuivable. Étonnez-vous pas que le réseau routier soit en déclin au Québec, là. Les chauffeurs, c'est rien à côté de l'intérêt de l'État québécois. Les gouvernements ne sont plus poursuivis alors qu'ils l'étaient avant 78. Ça, c'est une partie là, de la job. L'autre partie, là, c'est de s'occuper de la SAQ puis de s'obstiner avec eux autres. Ils me disent, Madame, si vous voulez prendre Patricia à la maison, on va modifier votre maison sur les besoins de Patricia. Puis, ils vont me donner un montant de 3 000 $ par mois pour avoir de l'aide personnelle à la maison. Mais où est-ce que vous voulez que j'aille? C'est du 7 jours, 24 heures. Je peux pas même embaucher 2 personnes pour prendre soin de Patricia. Il faut vraiment que je peux avoir une personne pour m'aider, mais c'est que j'ai toujours cette responsabilité-là. Si la personne manque, elle tombe malade, elle s'en va, là, je suis prise, là, moi, là. Ça n'a pas de bon sens. Si on prend les chiffres de 2012, c'est une indemnité de 806 $ par semaine. Donc, ça représente 3 492 $ par mois. Alors, quand on décortique ça sur 24 heures, parce qu'on parle d'une présence continuelle, ce sont des besoins là, 24 heures sur 24, on est moins que le salaire minimum. On est moins que 5 $ de l'heure. Alors, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est que cette dame a perdu son emploi, donc n'a plus de revenus et n'a pas le droit à un remplacement de revenus par la SAQ parce qu'elle n'a pas été elle-même victime dans l'accident. Si on n'indemnisait pas les criminels de la route, ou en tout cas moins, bien, on récupérait probablement des sommes et on pourrait les distribuer aux victimes et aux proches des victimes, dont les victimes par ricochet, parce que les proches, actuellement, sont totalement oubliés dans notre régime.
Il y a une seule solution, c'est qu'on donne aux victimes de chauffards les mêmes droits que toutes les autres victimes d'actes criminels. Si vous êtes une serveuse de restaurant, que vous êtes agressé par un client mécontent, il vous blesse, vous allez retirer la CSST parce que vous êtes au travail, puis vous allez pouvoir poursuivre ce client mécontent-là pour l'excédent de la perte qui n'est pas payé par la CSST. La perte est de 100 000, la CSST en paye 80, vous allez chercher le 20 000 devant un tribunal civil avec un avocat que vous choisirez. Si vous êtes blessé par une personne au couteau, dans votre maison, invasion de domicile, vous êtes blessé au couteau avec un bâton de baseball ou n'importe quoi, vous êtes agressé, vous êtes blessé, vous allez pouvoir bénéficier de l'IVAC, qui est le service d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et pour l'excédent, vous allez pouvoir poursuivre votre batteur, qui, lui, va pouvoir vous payer la différence entre ce que l'IVAC vous paye et la perte réellement subie. On n'a pas de raison d'accepter moins pour les victimes de chauffards. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui était blessée par un bat de baseball, qui a des recours, puis l'autre qui a été blessée par un char, qui n'a pas de recours. À cause du système de no fault, là, on n'est pas capable d'aller du côté civil actionner la personne qui a fait le dommage à Patricia. On n'est pas capable d'avoir aucune compensation. Alors, Vous l'auriez fait? oh, certainement, je l'aurais fait. Ce qu'on avait constaté, mais il y a plusieurs années de ça, on avait constaté quand même que les gens qui étaient condamnés pour alcool au volant ou qui étaient condamnés à répétition pour alcool au volant, c'était des gens qui avaient généralement des revenus inférieurs à la moyenne de la population. Si on regarde, un criminel type est un homme célibataire qui a un revenu familial de plus de 80 000 $ par année, qui est allé 10 fois au plus dans les bars ou des restos au cours de la dernière année en consommant de l'alcool. La source, la SAAQ. OK. Je sais pas où c'est pris. C'est-tu dans un sondage? C'est peut-être dans le sondage? Je sais pas. Il n'y a personne qui peut dire quel pourcentage des criminels de la route sont insolvables et quels autres ne le sont pas. C'est très difficile. D'abord, la criminalité routière, c'est une criminalité de masse. C'est un peu comme la violence conjugale. Ça ne s'adresse pas à un type de citoyen particulier. Les criminels de la route, là, t'en as qui gagnent 100 000 par année, puis t'en as qui sont sur le bien-être social, t'en as qui sont en chômage, t'en as qui sont des travailleurs de la construction, t'as des avocats, t'as des journalistes, t'as toutes sortes de monde. Alors, l'alcool au volant, ça pénètre à peu près tous les milieux. Et la criminalité routière aussi. Alors, c'est pas vrai qu'il y a moins de gens solvables au niveau des criminels de la route que dans l'ensemble de la société. Et c'est pas vrai que les victimes de crimes de la route, les victimes de chauffards, auraient de moins bons recours si on leur permettait de les exercer contre les criminels que l'ensemble de la société face à des gens qui les auraient lésés. Vous savez que dans un cas où le chauffeur est insolvable, que le recours ne puisse pas être exercé, c'est une chose, mais ça ne doit pas être une raison pour priver, par ailleurs, toutes les victimes qui pourraient, dans bien des cas, bénéficier d'excellents recours avec un chauffeur parfaitement solvable, du droit de l'exercer. À travers tout le processus, je peux vous garantir que les criminels ont plus de droits que les victimes. C'est absolument incroyable. On parle du no-fault. Alors, tes assurances vont s'arranger avec tes affaires, l'autre assurance va s'arranger avec tes affaires, il n'y a plus personne de coupable, chacun et son bar s'arrange de ses affaires. Donc, c'est plus grave, finalement, c'est pas grave, la SAG va s'occuper de ça. C'est pas grave, ben lui, il va faire réparer son char. C'est pas grave. Non, mais c'est parce que la voiture, là, de celui qui a tué Alain, là, hein, il se l'est fait réparer, puis il a su des sous pour, là. Mais moi, là, les jambes, là, qu'Alain a pu, puis la vie qu'Alain a pu, je peux pas aller en acheter un autre. Les accusations étaient de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles et de hit and run. Ça, c'était les accusations qui étaient portées contre lui ce soir-là. Ça a pris 2 ans là, avant. Fait que pendant tout ce temps-là, là, ça traîne, puis ce gars-là, là,
Il a ses chums à la maison, il peut conduire l'auto, il mange, il regarde des parties de hockey, il vit, là, lui, là, pendant que Patricia a une sentence à vie. Là. Elle a eu sa sentence. Là. Depuis le 24 décembre, donc à partir du moment où la vie d'Alain a été complètement fauchée, aller jusqu'à ce que le procès en tant que tel ait lieu et qu'il y ait un verdict de culpabilité avec sentence et tout, il s'est écoulé tout près de 2 ans. Le drame a lieu le 24. Ce monsieur-là est rentré au poste, est mis sous les verrous. Cependant, il semblerait qu'on n'avait pas matière pour le garder. Et ça, je vous avoue très sincèrement que je comprends pas pourquoi. On parle d'une 4e offense. Moi, je lis ce qui est dans le dossier de la police. Des moments, des instants avant d'avoir frappé Patricia, le témoignage de la jeune fille, sa blonde qui était avec lui, c'est marqué « Stop driving like an idiot, I don't like it ». Et elle lui a dit par 2 fois. Il a continué à le faire. Quelques minutes après, il a frappé Patricia. Quelques secondes après, il l'a frappé, il est parti, il n'est pas arrêté. Puis là, il a commencé à lui donner de la merde. Puis finalement, il a arrêté puis il est revenu à sa demande à elle. Parce qu'il a dit aux policiers, si j'avais su que c'était pas si compliqué que ça, je serais pas revenu. Il serait pas revenu sur les lieux. Fait que, belle conscience, là. Hein? Est-ce que Patricia, elle a eu droit à un avocat? Tu n'as pas le droit à un avocat dans notre système. On t'assigne un avocat. C'est l'avocat de la couronne. C'est pas la victime qui a l'avocat. Nous, on peut pas choisir un avocat. On nous assigné un avocat. Peu importe un crime de la route, la victime d'un chauffeur, négligence criminelle, alcool au volant, peu importe, n'a pas le droit de choisir le procureur de la couronne. Puis à défaut, ils n'ont pas le droit non plus, parce qu'ils n'ont pas de statut, de désigner un avocat à leurs frais qui pourrait aller devant le juge pour faire des représentations en leur faveur. Puis pire encore, si le verdict du juge est complètement inacceptable, par exemple que l'accusé est acquitté ou qu'il est condamné à une sentence ou une peine ridicule, bien, la victime ne peut pas aller en appel de ce jugement-là. Alors, imaginez-vous si on disait au criminel, bien là, c'est un avocat du gouvernement qui va vous défendre, vous le choisissez pas, puis c'est lui qui va aller en cour. Hey, jamais dans 100 ans. La loi suprême au Canada, qui est le Code criminel, chapeauté par la Charte canadienne des droits et libertés, impose à l'État un code, une façon de fonctionner pour préserver les droits des délinquants face au système judiciaire. La façon dont on a décidé que notre système devait fonctionner, c'est les droits de l'accusé qui se doivent d'être protégés parce que c'est lui qui est accusé devant les tribunaux. Ce n'est pas les victimes qui poursuivent l'accusé. L'État prend en charge le dossier. La victime, si elle est un élément pertinent quant à la preuve qui doit être présentée au tribunal, devient un simple témoin. Tout ce qu'elle peut faire valoir aux tribunaux, c'est sa souffrance, son désarroi, et tenter de pouvoir obtenir une écoute lorsque sentence devra être prononcée contre un individu. Mais avant tout, c'est les droits de l'accusé qu'on se doit de protéger. Et vous ne pensez pas aux droits de ceux qui ont une sentence à vie? Je suis très mal placé. Je suis dans la chaise du criminaliste. Lorsque je mets pas ma carapace, mais lorsque je mets ma toge, je ne peux avoir... J'ai de la compassion, j'en ai de la compassion, mais je ne peux la faire valoir, je ne peux, parce que je ne représente pas adéquatement mon client. Donc, ces facteurs-là, pour moi, je dois en faire abstraction lorsque je fais mon travail. Quand un véhicule est conduit de cette façon-là, c'est comme si on pointait une arme à quelqu'un. C'est un point, c'est tout. Les gens, ils traitent ça comme vulgaire accident. Je ne démords pas du fait que Alain a été tué par une arme qui pèse au bas mot 3000 livres. Je ne démords pas non plus du fait que ce monsieur-là a été rencontré par la justice à 3 reprises. On lui a signifié que c'était criminel.
S'il récidive une 4e, je pense que tu n'as rien compris, puis tu voudras jamais rien comprendre. C'est clair dans ma tête. Il y a eu enquête préliminaire peu de temps après. Cette personne-là se présente devant le juge, on lui lit les chefs d'accusation, conduite avec faculté affaiblie causant la mort, conduite avec faculté affaiblie causant des lésions et conduite avec faculté affaiblie tout court. Comment plaidez-vous? Monsieur, il le regarde, il dit coupable. Et là, le juge qui le regarde, qui dit « Mais c'est grave, là. Avez-vous bien compris, là, les accusations? » Oui, oui. Avez-vous un avocat, vous? Pas besoin de ça, moi. Savez-vous c'est quoi les conséquences, là, d'une accusation comme ça? Non. Non. Là, monsieur, je vais vous donner une copie de tous les chefs d'accusation. Faites lire ça par un de vos enfants, n'importe qui, mais vous devez vous assurer que vous donnez la bonne réponse sur un chef aussi grave. Alors, voulez-vous que je vous relève de votre plaidoyer? Non, je suis coupable, je plaide coupable. Non, je vous relève de votre plaidoyer de culpabilité. Et là, j'étais assis, là, les deux bras me tombent. Mais que c'est qu'ils viennent de faire là? On lui a assigné un avocat de l'aide juridique et on a fait témoigner la serveuse qui disait non, c'est sûr que s'il aurait été sous, j'y aurais enlevé ses clés, il était correct quand il est parti. Et là, je sens là, que c'est la panique générale et qu'est-ce que vous plaidez? Ben non coupable. Là, tu dis, ça n'a pas de bon sens. C'est le cauchemar par-dessus le cauchemar et par-dessus le cauchemar. Ce monsieur-là avait plaidé coupable. J'avais spécifié au monsieur de la Sûreté du Québec, ce monsieur-là est arrivé tout seul au palais, puis il est reparti tout seul. Puis à un moment donné, je dis au policier, l'avez-vous vu accompagner, lui, aujourd'hui? Non, il est arrivé tout seul. C'est parce que ça prend 1 heure de voiture sans venir ici au palais. Il s'est envenu comment? On ne le sait pas. Est-ce qu'il était agent? Je peux pas le dire. Je sais que quand il a monté les marches du palais, il s'est enfargé. Moi, je dis, je sais pas. On est au kilomètre 271 à 135 km/h. Il n'y a plus de pneus du côté gauche du tout. Ça rend voulu faire dire super chance sur le bump, sur de la route. Les avocats ont fait du bargaining, là. On a négocié le délit de fuite. Ensuite de ça, on ne peut pas avoir négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles et aussi conduite dangereuse, c'est soit une ou l'autre. Alors, ils ont retenu la conduite dangereuse. Alors, il a plaidé coupable. Alors, quand on plaide coupable dans notre système de justice, il n'y a aucun procès. Donc, on vient qu'on ne sait pas la vérité. On ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Lorsqu'il y a du plea bargaining qui se fait entre le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense, il se peut, dans certains cas, qu'il y ait diminution ou il y a des charges qui sont complètement abandonnées pour obtenir un plaidoyer de culpabilité. Ça fait le plaisir de tout le monde que les dossiers se règlent parce que ça désengorge. Il serait impossible dans notre système de justice qu'il y ait des procès dans toutes les causes, même dans un cas de crime de la route, le système serait totalement engorgé. Les cas de défense sont traités comme des projets. Il n'y avait pas de job, le petit jeune. Faut que tu trouves un job, ça paraît mieux devant le juge. T'as pas écrit de lettre d'excuse. Hey, mon Dieu, faut que tu écrives une lettre d'excuse. Check. Écris-moi-en une tout de suite. Ben, en fait, moi t'aider, moi composer, pour toi, t'auras juste à signer en bas. L'avez-vous reçu, la lettre? Jamais, parce qu'il l'a envoyé à son avocat. Quand
On est allé en cours. Le jeune a lu une lettre. En fait, il lisait la lettre au juge. Et dans cette lettre-là, il disait, entre autres, qu'il s'excusait aux parents, mais il ne nous regardait pas nous, il regardait le juge. Et la teneur de la lettre, on savait bien que le jeune garçon parlait quand même difficilement le français, donc on pouvait très bien voir que ça a été... Le choix des mots était assez exceptionnel. Ça a été écrit par une autre personne. Et il a continué à travailler, il a toujours bien fonctionné. Il a cessé toute consommation de marijuana. Et il a continué ses études, a remonté ses notes. Il se dirige en marketing. Il n'y a jamais eu d'excuse de la part de la famille qui a fait ça, jamais. Est-ce que ça vous aurait aidé? Je pense que ça, en quelque part, ça aurait peut-être pas aidé à compenser parce que on peut pas réparer ce qui est irréparable, mais au moins ça m'aurait démontré en quelque part que ces gens-là ont une certaine sensibilité. Il est allé en prison finalement, en fait, 18 mois d'emprisonnement, puis là-dessus, il a fait 6 mois. Et pas d'utilisation de permis de conduire pendant 36 mois. Son avocat avait demandé qu'il fasse ça en communauté. Ils sont allés en appel. Et l'avocat de la défense a osé dire en cour, devant les 3 juges, que, étant donné que son client n'était pas en boisson, que c'était une circonstance atténuante. Je sautais ça d'eau. Puis heureusement qu'un des juges lui a dit « Maître pilote, c'est pas la façon normale de se conduire en société, ça, quand on conduit un véhicule automobile, de ne pas avoir consommé. » Finalement, il y a eu un jugement unanime, comme quoi Hakim allait en prison, et il a fait sa prison. C'est à partir de ce moment-là qu'il a eu son 18 mois. Je suis déçu de la peine qu'il y a eu, extrêmement déçu, mais au moins il a fait de la prison. Vous parlez avec un avocat de la défense, est-ce que c'est la meilleure façon de mettre les gens en prison? Selon moi, non. Si on veut avoir une société meilleure, bien, donnons-nous les moyens d'aider les gens qui ont une problématique, d'aider les gens dans le but de les réhabiliter pour qu'ils deviennent un actif pour la société et non un passif, parce qu'on a envoyé quelqu'un en prison, c'est d'envoyer un passif à la société. Qu'on dise de façon générale, il ne faut pas les envoyer à la prison, il faut les mettre ailleurs. Il faut que ce soit une peine qui soit acceptable pour la victime puis pour la société. Je pense qu'on a notre lot de cas où les chauffeurs s'en tirent à très bon compte. Un crime n'est pas un accident. Un crime, c'est quelque chose qui aurait pu être évité, mais que quelqu'un a commis parce qu'il a fait fi de la sécurité et de la vie d'autrui. Ça, c'est un crime. Le criminel était sentencé pour 7 ans. On m'avait dit qu'effectivement, dans la jurisprudence, c'était considéré, selon des cas similaires, comme étant une sentence acceptable. Et les deux s'entendaient là-dessus, autant la procureure que la défense, pour dire, suggérait au juge un 7 ans. Ça me revire les tripes à l'envers. Je me suis fait dire, écoutez, c'est une bonne sentence, dans les circonstances de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est une sentence sévère. Non, je sais pas. On l'appelle comment, moi, d'abord, la mienne, ma sentence? Une personne aurait eu 25 ans pour avoir pointé une arme à quelqu'un puis l'avoir tiré. Mais par exemple, quand on fait la même affaire avec un automobile, on donne 18 mois à quelqu'un qui a volé une vie. Moi, ce que j'ai toujours dit, puis si vous allez dans la communauté, dans la société en général, on dit qu'une vie, ça n'a aucun prix. Puis pourtant, on donne 18 mois d'emprisonnement, sinon moins, sinon on s'en sort, pour avoir tué quelqu'un avec un véhicule ou pour l'avoir laissé dans la condition de patricien. Les Québécois ont tendance à parler des deux côtés de la bouche, au niveau des criminels de la route, puis du régime qu'on a. Faut arrêter les criminels endurcis, il faut les mettre derrière les barreaux, il faut leur enlever leur permis. Puis finalement, vous savez, on est très dur pour ceux qu'on connaît pas. Mais pour ceux qu'on connaît, on est prêt à leur donner l'absolution sans confession.
Puis quand c'est le beau-frère, ben là, prends-toi un bon avocat, il faut qu'il soit acquitté. Puis même si tu as tué quelqu'un, c'est pas grave. Garde, c'est un accident, puis t'es pas un mauvais gars pour autant. Il y a un père de famille qui a perdu dans le bout de Saint-Boniface, en Mauricie, il y a quelques années, sa fille de 17 ans, qui a été tuée par un chauffeur. Et qui m'a dit quelque chose qui m'a toujours resté. Il m'a dit, si on les rendait moins sympathiques, les criminels, peut-être qu'il y en aurait moins au Québec. On a peut-être tendance assez rapidement à leur pardonner, puis à dire, bon, mais dans le fond, qu'est-ce que tu veux, tu sais, c'est une erreur, l'erreur est humaine. C'est un petit peu ça. Alors, c'est pas étonnant que ça déteigne un peu sur le système judiciaire, en quelque part. On avait un véhicule de patrouille en avant, là, fait qu'on s'approche devant lui. Hein. S'immobiliser, ça va s'immobiliser. Demandez de reculer, c'est une scène de crime. C'est correct, moi. OK, c'est beau. Un permis de conduire, c'est un privilège. Alors, tant aussi longtemps que vous correspondez, vous rencontrez les critères pour avoir un permis de conduire, vous avez le privilège d'en avoir un. À partir du moment où vous les rencontrez plus, on vous l'enlève. Cependant, dans la société, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que le permis de conduire, c'est un droit, là, que tout le monde a le droit à ça et qu'on peut pas vous l'enlever. Si je me retrouvais dans la situation où un de mes enfants ou un de mes proches se faisait tuer par un crime de la route, premièrement, je ne deviendrais plus objectif. Je serais personnellement impliqué dans le dossier et tout ce que je voudrais, c'est que justice soit rendue. Dites-vous une chose, je serais peut-être mieux placé que n'importe quel citoyen pour pouvoir défendre ma cause, défendre ma perte devant les tribunaux. Le dernier message que j'ai eu sur le répondeur, c'était de sa part. Salut, bye, je t'aime. La seule chose qui me console quand je pense à la relation de Alain et moi, on était comme ça. Je n'ai jamais hésité à lui dire « Je t'aime, mon grand, t'es un bon garçon. » Puis lui aussi. Alors, on n'a pas ensemble de « j'aurais dû ». C'est la seule consolation que j'ai dans ma relation avec Alain. N'oubliez pas une chose. Le premier critère de réhabilitation pour une victime d'accident, c'est la justice. Si vous êtes victime d'un accident criminel et que justice n'est pas rendue, toute votre vie, vous allez entretenir les séquelles de l'accident. Si le crime s'est bien réglé, si l'accusé a été condamné et puni adéquatement, c'est le premier jour de réadaptation pour la victime. OK? La page est tournée cette journée-là. Je me suis pas habitué. Là, c'est moins pire parce que souvent, je suis capable d'en parler sans trop être émotif. Mais quand je me retrouve avec Patricia tout seul, souvent, je pleure. Ben, je la manque beaucoup. Patricia et moi, on était souvent ensemble. Puis là, ben, pouf, du jour au lendemain, là, c'est pas un passage normal. C'est pas normal pour des gens de perdre leurs enfants. Pas longtemps avant son accident, parce que Patricia était retournée à l'université en psychologie, Patricia me disait, elle parlait de stress, puis elle me demandait c'était quoi qui était stressant pour moi. Puis j'ai dit carrément, j'ai dit l'affaire qui serait le plus stressant pour moi, ce serait de perdre un enfant. Puis quelques mois après, c'est pas quelques semaines,
ben, elle s'est fait frapper. Tu sais. C'est effectivement quelque chose qui est très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Et voilà. Puis, de la voir de même, moi, j'ai dit tantôt, c'est comme si elle était morte. Elle est morte une fois. Puis là, mais quand elle va mourir 2 fois. Fait que c'est 2 fois plus de stress.